Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien tout le monde? Ok, bah écoutez, c'est parfait. Bienvenue du coup à cette deuxième table ronde qui porte toujours sur le sujet de l'alternance. Mais là, on va parler de comment décrocher son alternance dans un marché en crise. Vous n'êtes pas sans savoir que en France, c'est un petit peu compliqué, mais on va voir d'ailleurs que tous les secteurs ne sont pas forcément atteints par cette crise. En tout cas dans le domaine de l'alternance. Donc les sujets, ça va être l'évolution du marché de l'alternance en 2025, les stratégies un petit peu, pour se démarquer dans un secteur assez concurrentiel, et enfin les bénéfices qu'on peut tirer de l'alternance. Donc on va discuter avec mes trois superbes intervenants pendant une trentaine de minutes, et après il y aura un espace questions-réponses d'une durée de 10-15 minutes. Voilà, je vais laisser se présenter les intervenants. Du coup, Mohamed, tu peux y aller. Mohamed Deboune, moi je suis responsable grand compte au sein de l'ISC Paris, école de commerce, plutôt généraliste sur tout ce qui est marketing, communication, commerce et aussi milieu de la finance. Bonsoir à tous, moi Mickaël Mallet, donc je suis le secrétaire général d'une école dans le secteur de l'assurance, et donc je vous en parlerai. Et en ce qui me concerne, je vais aussi donner une vision un peu générale, parce que moi j'ai fait 10 ans dans la banque et 15 ans dans l'assurance. Essayez de deviner mon âge, c'est bientôt mon anniversaire. Et du coup, moi, c'est Valentin. Donc moi, je suis campus manager pour Leroy Merlin. Donc mon champ d'action, c'est l'Île-de-France. On a 28 magasins, 6500 collaborateurs et du coup 300 alternants. Donc ça fait du volume. Et surtout sur nos métiers, voilà, mon but, c'est de pouvoir vendre aussi les métiers terrain, magasins, où il y a des belles carrières aussi à faire et pas forcément que les fonctions support. Et donc moi aussi, je viens de l'alternance, j'en ai fait durant mon cursus. Et donc avec plaisir pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Donc on attaque directement dans le vif du sujet. On a vu dernièrement que le contexte politique en France c'est un petit peu compliqué, même géopolitique. Donc on a quelques problèmes, notamment sur l'alternance. On a vu qu'il y a eu une restriction des budgets pour les entreprises pour recruter en alternance. Est-ce que ça impacte vraiment, Valentin ? Je pense que ça va plutôt impacter globalement les plus petites structures. Par exemple, dans les grandes structures comme Leroy Merlin, c'est vrai que l'alternance, on va parler de politique alternance, donc c'est quand même quelque chose de plus sûr, plus structuré. Et puis en fait, faut aussi savoir pourquoi on met de l'alternance. C'est pas juste pour remplir des quotas. C'est loin de là. C'est vraiment d'aller. Et ça, c'est mon but aussi en tant que campus manager. C'est tous les matins, je me lève en me disant comment transformer le plus d'alternants en CDI chez nous. Et en fait, on parle d'une situation de crise, mais en fait, l'alternance chez Leroy Merlin, elle est venue aussi de là. C'est-à-dire que on sait que c'est un modèle qui fonctionne bien chez Leroy Merlin parce qu'on a ce qu'il faut pour les accueillir. Mais il faut savoir qu'avec le Covid, ça a changé complètement les rapports que les collaborateurs peuvent avoir dans le monde du travail. Et en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus d'entreprises voyaient leur taux de turnover augmenter. Ça, c'était le cas aussi chez Leroy Merlin. On avait des chaises vides. Et effectivement, quand on a des chaises vides et qu'on n'a pas des équipes complètes, on ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler de croissance. Et du coup, chez Leroy Merlin, on s'est vraiment rendu compte que pour pouvoir avoir des équipes complètes, et effectivement de pouvoir accompagner notre croissance en magasin, l'alternance était vraiment un canal fort. Et on s'est rendu compte que globalement, l'alternance, c'est plus juste un dispositif de formation, mais c'est réellement un axe stratégique pour une entreprise. Et donc nous, au global, aujourd'hui, il n'y a pas de grosses atteintes parce que on ne recrutait pas chez Leroy Merlin parce qu'on avait des aides. C'était parce que derrière, on savait qu'on pouvait recruter nos futurs collaborateurs et même nos futurs dirigeants. En tout cas, c'est un axe fort chez Leroy Merlin là-dessus. Et on a de la chance du coup d'avoir côté entreprise et côté formation. Donc j'ai demandé côté formation, est-ce qu'on ressent quand même cet impact de la crise, notamment sur les demandes, que ce soit côté entreprise ou même de côté des personnes en formation, quoi. Voilà. Et justement, quand on avait préparé cette conférence, moi je vous avais dit, on n'est pas dans un marché en crise en ce qui nous concerne, dans le secteur de l'assurance. Alors vous savez que la signification en japonais du mot crise, elle a deux significations, c'est risque ou opportunité. Et sachez que dans le secteur de l'assurance, sincèrement, petit cours, très rapide. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance. Et s'il y a trop de risques, il n'y a pas d'assurance. Et tout ce qu'il y a entre, il y a de l'assurance. Et je peux vous dire que comme on est justement dans un marché en crise, un peu beaucoup, il y a de l'assurance. Et regardez avec toutes les crises qui se sont déroulées. En gros, donc on n'est pas du tout, on est dans un marché tendu. Le secteur de l'alternance, pour vous donner des chiffres, en 2003, il y en avait 1000. En fin 2023, il y en a 7000, plus de 7000.
Donc c'est un secteur qui recrute énormément et comme tu l'as dit, on en a besoin. C'est devenu donc pour répondre sur la question aussi de la baisse de la subvention. Est-ce que ça va toucher les petites ou les grandes structures? Nous, globalement, ça ne va pas toucher les structures parce qu'on en a besoin. Ça y est, maintenant, c'est installé depuis 2018. C'est installé. Les entreprises se sont organisées pour prendre des alternants. Et puis, avec la formation qui est délivrée, entre autres dans cette école, à l'ESA, je vais donner 2-3 chiffres. Vous sortez, vous avez un job. Moi, quand je fais les jurys, je discute, on leur dit mais tu vas où? Ils me disent non mais ça y est, j'ai déjà été recruté, mais il me faut mon diplôme, juste donnez-moi mon diplôme, ça y est, j'ai déjà trouvé ma boîte. Donc en gros, vous avez un job, le salaire, je peux donner un peu ou on n'en parle pas? Allez, manager risque assurance, nous dans nos statistiques, puisqu'on doit dans le cadre de Calliope appeler tous les élèves, on est entre 42 et 48 000 euros quand vous sautez d'un manager risque assurance, donc en gros un bac plus 5, sachant qu'on va de BTS jusqu'à bac plus 5. Mais voilà, vous sortez, la moyenne en gros suivant les cursus c'est 40 000 et sur des cursus, voire même on a des cursus à l'international. En tout cas, retenez qu'on est au-dessus des 40 000 en débutant. Vous pouvez évidemment monter beaucoup plus. Donc c'est un secteur, vous trouvez un job bien payé et si vous vous fichez des 2 premiers, en tout cas, ça donne un vrai sens. Moi, j'y suis depuis 15 ans dans le secteur. Pourquoi? Parce que tous les matins, quand on ouvre les journaux, on a l'impression d'aider. On a un vrai sens. On est là pour protéger la population et l'aider à subvenir à ses besoins pour bien vivre. J'arrête parce que je peux parler longtemps. Alors, c'est une réelle question, effectivement. Quoi qu'il en soit, on va s'en rendre compte quand même que les entreprises étaient très attentives à ces nouvelles lois qui pouvaient tomber sur l'alternance. Mais maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est comment on se prépare à ça, en fait. Et ça, c'est important pour nous au sein de l'ISC Paris, c'est de préparer tous nos étudiants à justement, en amont, c'est-à-dire même quand ils sont admis, à aller en entreprise et se préparer justement à un entretien d'embauche, à ce genre de questions qui, finalement, l'étudiant, lui, c'est pas trop son domaine d'activité, de connaître le montant de la formation, etc. Donc, nous, on essaye de les préparer par rapport à ça pour qu'ils puissent arriver justement en entreprise et avoir une expertise là-dessus et être prêts, tout simplement, à répondre, et on en parlera un peu plus après, sur comment se démarquer, mais à répondre justement aux offres de poste. Mais quoi qu'il en soit, on les voit, les offres de poste, elles sont tombées, elles commencent à tomber là depuis début février. On voit bien que là, il y a une grosse accélération là-dessus, et ça, c'est important. Maintenant, bien évidemment, ces entreprises, les grandes, les petites, vont regarder les écoles avec lesquelles elles vont travailler, vont regarder où ça va être important pour elles, et là je pense qu'on pourra en parler, mais ça va être important pour elles, l'image de l'école avec laquelle elle va travailler, c'est ce qui va faire la différence. Donc tous les petits entreprises qui ont fait de l'alternance depuis quand je dis entreprises, les petites écoles qui ont fait de l'alternance depuis quelques années et qui se sont ouverts à ça, là pour elles ça va être compliqué. Pour celles qui ont l'habitude et qui ont un vrai savoir-faire et un vrai accompagnement, ça sera compliqué aussi, mais le but du jeu, c'est justement de rendre les choses faciles, en créant pas mal de choses, des partenariats, en créant une émulsion autour de l'entreprise et tout simplement en rentrant l'entreprise dans l'école. C'est-à-dire que là, c'est plus l'école qui va dans l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui vient à l'école. Et ça peut être quelque chose qui est important pour nous. Et juste pour ajouter aussi, c'est vrai que moi, en tant que campus manager sur les relations à l'école, effectivement, c'est de se dire on va plutôt prioriser des écoles qui sont là depuis plusieurs années, qui ont un historique aussi avec l'entreprise, avec nous, mais aussi au global. Donc, on va aussi viser des écoles solides pour s'assurer de pouvoir faire effectivement une relation sur le long terme et peut-être moins prioriser les écoles, peut-être les nouvelles, parce que effectivement, il y a tout cet aspect-là, confiance qui peut se créer. Et effectivement, comme je dis souvent, moi, les écoles, c'est aussi mes premiers recruteurs. Où moi je les challenge beaucoup aussi en leur disant j'ai ces besoins-là. Et en tout cas, c'est ça aussi qui va venir me rassurer, c'est d'avoir des personnes comme toi, Mohamed, qui vont comprendre rapidement ce qu'on va rechercher en termes de savoir-être, savoir-faire, et ça on en parlera après. Mais ça aussi, c'est une marque de confiance. Donc il y a l'école, mais il y a aussi les échanges qu'on peut avoir. Et surtout, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'avoir le retour des jeunes sur leur année scolaire. Et c'est ça aussi que je vais prendre en compte. Moi, c'est important qu'on soit bien dans l'entreprise, mais qu'aussi on soit bien à l'école, et ça, c'est important. J'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est que en fait, les aides, ça fait déjà 2 ans qu'elles diminuent.
On les voit avec les OPCO, pour ceux qui connaissent un peu l'alternance. Les OPCO, on sait très bien que le 1er juillet, on va recevoir le fameux fichier, France Compétences, et on sait que là-dessus, on va avoir un impact du montant de la formation pris en charge. On sait également que, que les entreprises font attention à ça. Et je rappelle que l'année d'avant, on devait déjà arrêter les aides. Elles ont été diminuées. Elles ont continué, mais elles ont été diminuées. Pourtant, cette année, j'ai quand même eu une croissance sur l'alternance. Donc, c'est bien une façon d'appréhender ça, d'accompagner l'entreprise, d'accompagner l'alternant pour pouvoir réussir, tout simplement. Moi, si je peux donner peut-être quelques conseils finalement sur tout ce qu'on est en train de dire et ce qui a été dit, c'est en gros sélectionner dans l'absolu, si on vraiment vous donner un conseil, une école qui a de l'expérience, une école qui globalement a déjà un réseau entreprise, puisque aller dans une école, si vous allez dans l'alternance, il faut trouver sa boîte, sincèrement c'est galère. Donc choisissez, et il y en a plein, mais choisissez celle où en gros quand vous passez là des entretiens, demandez est-ce qu'il y a des personnes chez vous au sein de l'école qui vont nous placer dans l'entreprise. Si vous devez trouver une alternance mais trouver la boîte derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc les meilleures écoles qui elles sont installées depuis une dizaine d'années ou plus, parenthèse, on a 45 ans. Je peux vous dire qu'on ne dure pas 45 ans si on ne place pas les élèves. Donc choisissez vraiment, n'allez pas dans l'alternance si vous ne trouvez pas une entreprise. Donc l'école ne vous trouve pas une entreprise. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et pour revenir sur les partenariats, Mohamed, il y a le partenariat avec les entreprises, mais aussi avec les étudiants et notamment avec le réseau d'alumni. Il me semble que c'est toi qui m'en avais parlé. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Oui, alors chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. 45, 60 ans chez nous. Donc voilà. Compétition. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas une compétition, mais on les fait pas. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que nous, ça fait 60 ans. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que ces 60 ans ont permis d'avoir plus de 20 000 alumni. Et en fait, on se rend compte de l'attache des alumni avec l'école. Et bien évidemment, en fait, on se rend compte que dans ces alumni-là, et je pense que ça va être pareil chez les A, vous en avez qui sont très bien placés. Et quand il est très bien placé, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir Valentin et dire « Tu peux rappeler quand même mon école, s'il te plaît ?» Potentiellement, ils peuvent avoir un ou deux profils qui nous intéressent. Et en fait, ils sont même ancrés dans un truc où, tout simplement, ils se souviennent de comment ils ont été éduqués, entre guillemets, dans leur scolarité, et ils veulent ça dans leur boîte, dans leur entreprise. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, nous, on a un responsable des alumni, Franck Larreau, qui, lui, s'occupe de ça au quotidien. C'est toute la journée. Son but, c'est d'être en relation avec les alumni pour les accompagner dans leurs projets avec nos étudiants. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important. Ouais. Alors, je partage. On était justement il y a un salon qui était à Deauville la semaine dernière, qui est le salon mondial, mais du risk management. Donc, il y a des risk managers. C'est un métier bien spécifique. Et je vois arriver une jeune femme sur notre stand et a dit est-ce que vous pourriez me dire, je cherche une personne. Et je dis mais vous êtes qui? Et elle me dit moi je suis chez Helvetia, je travaille maintenant en Suisse, j'ai une excellente carrière, une très belle carrière et justement j'aimerais dire merci aux gens de l'école, mais je dis vous voulez pas même qu'on fasse une vidéo, elle me dit si. Et là c'est exactement ce que tu dis Mohamed, on voit qu'il y a une appartenance à l'école. Ils ont envie justement de communiquer, ils sont fiers de leur école et elle m'a dit et on va faire la vidéo, ça je vous promets qu'on va la faire. Et on parle côté école, c'est alumni, nous on parle d'ambassadeurs. C'est vrai qu'on s'appuie aussi beaucoup là-dessus en entreprise. Moi, je sais que quand j'anime mes journées d'intégration avec les alternants, je fais toujours ma présentation en ouvrant sur cette partie en disant là, vous allez vous ouvrir chez Leroy Merlin en disant une entreprise au global. Et je trouve ça top de pouvoir se dire on est jeune, on rentre dans une entreprise et on vous fait confiance. On peut vous prendre avec nous quand on présente l'entreprise auprès de jeunes. Et puis j'ai remarqué qu'aussi on est dans une nouvelle génération. Bon, j'y touche un peu parce que je suis proche de cette génération-là, mais je me rends compte que je peux dire que les meilleurs diapos, les plus belles vidéos, marque employeur, en fait, ce que vous voulez, et ce que veulent les jeunes aujourd'hui, c'est des exemples qui parlent aussi avec vos termes à vous. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye d'inculquer, encore plus pour nos métiers. On est des métiers terrain, opérationnels.
Et souvent, on peut avoir une certaine barrière là-dessus et elle est vite cassée par des belles réussites qu'on peut avoir chez nous. Et c'est pour ça que le rôle d'ambassadeur, il est peut-être pas rémunéré, il n'y a pas de bonus dans les entreprises, mais il y a une certaine reconnaissance qui va au-delà du côté financier, mais de se dire, je sers à quelque chose et il y a quelques années, j'étais en face, j'étais de l'autre côté, j'étais étudiant. Là, j'ai mon CD, je me sens bien, pourquoi pas aider d'autres comme moi. Donc, c'est un rôle aussi que vous allez potentiellement toucher, vous, dans quelques années. Le côté alumni dans les écoles, mais aussi d'ambassadeur peut-être demain dans les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, dont vous êtes potentiellement fier. Je vais revenir aussi, parce que vous posez la question vraiment de l'alternance. On a dit l'alternance dans un marché de crise. Si pour certains, si encore vous interrogez vos parents, allez, si je me mets dans ma tranche d'âge, ils vont dire oui, non, mais t'es sûr que ça va être reconnu, t'es sûr que tu vas trouver demain, c'est pas les emplois qualifiés, etc. Ça, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais cette image-là, maintenant, dans l'entreprise, elle est finie. Elle est finie. Elle est vraiment. Il suffit juste de revenir sur les salaires qu'on a pu annoncer. L'image, elle est vraiment positive. Pourquoi ? Parce que vous avez 5 ans d'expérience. Vous avez 5 ans d'expérience, alors qu'un bac plus 5 qui n'a fait que 2 ou 3 stages, qui a 6 mois d'expérience, c'est pas du tout la même vision. Et les entreprises aujourd'hui, elles veulent des gens opérationnels. L'image de l'alternance, maintenant, elle est positive parce qu'elle est installée depuis 2018. Donc, vous avez une belle image, vous êtes reconnu, vous avez beaucoup plus d'expérience qu'un jeune qui démarre, imaginons, dans l'entreprise, et c'est ce que recherchent les entreprises aujourd'hui. Et vous, ça vous rassure aussi sur vos études. On va pas, je pense que c'est peut-être dans les questions d'après, mais globalement, ça vous coûte rien, vous êtes rémunéré, donc la charge même dans les familles, elle est nulle. Vous avez un job à la fin, je dis plus rien, quoi. Et du coup, on peut également enchaîner sur ce sujet-là, donc les stratégies pour se démarquer. Donc, comment décrocher son alternance ? On sait que oui, les jeunes recherchent quand même d'autres choses, mais est-ce qu'il y a toujours ce côté savoir-être, savoir-faire qui est important en entreprise ? Et du coup, comment on fait pour se démarquer avec ces qualités-là ? Je vais prendre le sujet, après je laisserai Mickaël et Mohamed en parler. Sur l'alternance, dans un premier temps, oui, effectivement, l'alternance, forcément, on va parler plutôt de savoir-être que de savoir-faire, parce que pour certains, ils vont finir leur bac, ils vont avoir 18 ans, ils vont sur le marché du travail. Donc forcément, on va venir aller valoriser d'autres choses, le bénévolat, le sport, le travail personnel aussi qu'on peut avoir. Donc le savoir-être, c'est très important parce qu'en tout cas, chez Leroy Merlin, on est convaincu une bonne attitude. Avec une bonne attitude, un bon savoir-être, on peut tout faire, on peut tout apprendre. Donc, c'est aussi de ne pas hésiter à le mettre en avant. Et en fait, le savoir-être, de toute manière, il ne peut pas se cacher parce qu'en entretien, on l'a en face de nous. C'est dans les mimiques, c'est dans la posture, dans l'attitude. Nous, on est sur des métiers où le dynamisme, le relation avec le client, il est très important. Il faut que à chaque personne que j'ai en face de moi, que ce soit un métier d'employé, un métier de manager, qui est ce côté-là dynamique. Je voudrais juste aussi dire un petit warning là-dessus pour l'alternance. Et j'ai eu pas mal d'échanges avec des jeunes qui sortent de bac, qui sont sur Parcoursup. L'alternance, c'est très bien. On est passé à un modèle où très peu est en alternance, à un modèle où peut-être il y en a un peu trop. Et c'est juste de faire attention et de dire est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je sais ce que je vais faire ? Parce qu'on le sent tout de suite. Les jeunes qui n'ont pas forcément de projet, qui n'ont pas forcément de projection, on le ressent tout de suite en entretien. Donc n'hésitez pas, pour certains, là peut-être vous êtes en études peut-être plutôt après bac plus 3, mais ceux qui commencent sur un bac plus 1, de dire des fois peut-être faire 1 an ou 2 ans en initial avec des stages et après attaquer dès le bac plus 3, parce qu'en fait il y a la question de maturité. Moi j'étais dans ce cas-là où je ne me voyais pas dès mes 2 premières années faire de l'alternance, mais plutôt voir déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire, de m'assurer que j'ai un projet sûr et béton à vendre à une entreprise. Donc voilà, et bien ça au global, le savoir-être, c'est vraiment l'attitude, c'est ce qu'il y a en vous et c'est ce qui fait vraiment la différence lors des entretiens. Vous pouvez aller sur la Lune, c'est top, mais si on sent que ça ne colle pas avec notre fonctionnement à nous, ça ne marchera pas là-dessus. J'y vais ? Allez, moi je vais poursuivre. Moi je vais vous en donner 5. Il y a le savoir, donc ça vous allez déjà venir dans une école, il y a quand même du savoir à acquérir. Il y a le savoir-faire, comme tu viens de le dire. Ensuite, il y a le savoir-être. Il y a le savoir-vivre, ça on en parlera. Et dans l'école, on communique aussi beaucoup, on disait là, sur l'accompagnement, sur les CV, sur LinkedIn. On vous accompagne sur toute cette communication, évidemment, sur tous les réseaux sociaux professionnels. Et donc, c'est tout ce travail du faire savoir. Donc,
Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit et je partage à fond. Et il y a vraiment voilà, tout le travail de faire savoir pour se projeter dans le monde du travail. Alors, je précise que, par exemple, dans l'école, on a deux choses. Un, on a un réseau d'écoles partenaires sur toute la France. Là, on est sur Paris, mais on peut suivre ce cursus dans d'autres écoles. On a un réseau de 25 écoles partenaires. Et pour ceux qui ont l'anglais ou d'autres langues, il y a aussi la possibilité, on a un partenariat par exemple avec le Coventry à Londres, avec des voyages au Canada. Regardez aussi, vous pouvez maîtriser plusieurs langues. Voilà, vous pouvez vous projeter dans des carrières à l'international. En tout cas, si vous ne maîtrisez pas ces 5 savoirs, sélectionnez l'école qui va vraiment vous apporter ces compétences. Et sincèrement, il y a de belles écoles qui le font. Merci. En fait, effectivement, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-faire, finalement, c'est ce que disait Valentin, et je suis totalement en phase avec lui. Pour moi, mon leitmotiv cette année, ça a été vraiment de travailler les soft skills de chaque étudiant. Parce que, pareil, Mickaël en parlait, l'alternance, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir une expérience. Mais j'enlève le savoir-faire. Parce qu'en fait, d'une entreprise à une autre, de Leroy Merlin à Brico Dépôt, si je peux me permettre, ça se trouve, c'est exactement le même univers, mais ça va être 2 façons totalement différentes de travailler, alors qu'elles sont concurrentes. Comment on fait? J'ai appris comme ça chez Brico Dépôt, j'arrive chez Leroy Merlin, je vais être totalement déboussolé. Mais en fait, s'ils m'ont recruté, c'est pas parce que j'étais chez Brico Dépôt, c'est parce qu'ils savent ce que je vais apporter en fait à la société. Et c'est exactement ça. Moi, par exemple, quand je dis un soft skills, ça doit être quelque chose qui limite vous fait bugger parce que c'est tellement vous que vous arriverez peut-être pas à l'expliquer derrière parce que c'est inné, c'est naturel. Moi, chez moi, c'est la capacité d'adaptation. Je parle maintenant à Valentin. Tout à l'heure, je vais parler avec Mickaël. Je vais parler avec une étudiante. Et tout à l'heure, après, peut-être parler avec un bachelor ou un MSc. Et là, on n'est pas du tout sur les mêmes publics. On n'est pas du tout sur les mêmes personnes. Donc, si je ne m'adapte pas, je vais devenir schizophrène et je ne saurais pas comment parler. Donc, en fait, c'est exactement ça qu'on recherche et qu'on essaye de travailler au quotidien. On met en place, on se challenge. Nous, on est numéro 1 sur la professionnalisation pour nos étudiants. Pourquoi? Parce qu'on se challenge tous les ans de comment on fait pour que nos étudiants soient prêts en entreprise. Moi, perso, j'ai monté un conseil de perfectionnement qui m'a dit le but du jeu, c'est comment on fait pour que nos étudiants soient prêts. Pas à l'embauche. Non, mais même pas à la fin de période d'essai. Comme je le dis, moi j'ai un alternant qui travaille avec moi au quotidien. Je dis ce qui m'intéresse, c'est que tu me rappelles dans un an et tu me dis Mohamed, j'ai évolué. Que tu me dises que tu as réussi ta période d'essai, ça on sait tous le faire. Ça va. Le lendemain, comment on fait? Comment on se comporte? Et ça, c'est ce que disait justement Mickaël, c'est aussi le savoir-vivre après. Donc là, on travaille le savoir-être et le savoir-vivre. Finalement, le savoir-faire, ça prend très peu de place. Parce que ça, c'est propre à chaque entreprise et on doit s'adapter par rapport à ça. Et juste un dernier point, c'est vrai que je suis pas mal mes tuteurs et managers sur leurs alternants. Et en fait, à chaque fois, quand je demande si ça se passe bien ou pas, le premier élément qu'ils vont me donner, c'est des éléments en fait, de savoir-être. Même pas de savoir-faire, ça vient dans un second temps. Et donc, c'est pour ça, c'est encore pour vous donner, même pour des CDI et pour tout type de poste, la première chose qu'on va évoquer, c'est le savoir-être. Donc, c'est pour vraiment vous donner la puissance du savoir-être et après, le savoir-faire. Et même dans l'évolution dans une entreprise, c'est pas parce qu'on atteint nos objectifs ou qu'on surperforme qu'on va forcément évoluer. Non, il y a aussi comment vous le faites, comment vous arrivez dans une entreprise à créer du réseau et à travailler en équipe. Donc encore une fois, on va vite aller sur le savoir-être aussi. On va coupler les deux. Savoir-faire, ok, plutôt bon, mais est-ce que le savoir-être aussi en découle et l'adapter à l'entreprise? Parce que s'il ne l'est pas, même si on performe, on n'ira pas loin dans l'entreprise ou dans une structure. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'il disait, parce qu'on a parlé de points avec les tuteurs. Vous savez qu'en alternance, vous pouvez faire des ruptures. Ça, c'est pas une surprise. La plupart des ruptures, j'ai pas envie de donner de chiffres, mais pour moi, on est à 95% des ruptures. C'est un problème. Alors, quand je dis comportement, ça ne veut pas dire qu'on est agressif ou quoi, mais de savoir-être. C'est la personne, elle a son téléphone, la personne n'écoute pas, la personne fait ceci. J'ai rarement du savoir-faire qui est « non, il ne sait pas faire ça. Il m'a vendu ce projet-là, mais il ne sait pas le faire. » Non, j'ai rarement ça. Voilà. Non, je vais faire sa transition. Vous pouvez aussi, dans le savoir-faire, il y a quand même une chose qu'on fait tous, et ça j'en suis convaincu, c'est pour la transition, c'est en fait de l'intelligence augmentée. Donc ça, on va vous en parler, comment vous pouvez vous servir de l'IA. On s'en sert, c'est-à-dire, vous sortez de l'école, vous saurez vous servir de l'intelligence. Alors nous, on dit intelligence augmentée pour même de l'intelligence accélérée. J'aime pas trop artificielle parce que comme vous avez pu le voir, on est vraiment sur le côté humain.
Mais voilà, en tout cas, cette intelligence artificielle, elle est dans les cours maintenant. Et donc, vous sortez parce que dans l'entreprise demain, il faut maîtriser cette IA. En tout cas, nous, dans le secteur de l'assurance, banque-assurance, hein, dans le secteur banque-assurance, on a besoin de l'IA. C'est indispensable. Donc, vous viendrez dans tous les parcours de l'école supérieure d'assurance. Là, vous avez l'intelligence augmentée pour essayer d'augmenter votre potentiel. Donc, faire un PowerPoint en 2 minutes, faire un compte-rendu instantané, vous servir, vous connaissez tous peut-être le prompt, etc. Et comment on peut s'en servir dans son CV. Vous prenez le CV, vous prenez l'annonce, le rapport annuel de la boîte, vous mettez tout ça dans un outil. Instantanément, vous allez vous faire moi, je sais faire une lettre de candidature en 10 secondes et qui sera sans faute d'orthographe, impeccable. Vous avez juste à la retoucher à la marge. Et là, vous dites, mais je ne veux pas en faire une, comme j'ai un modèle maintenant. Mais je peux postuler et avoir des choses hyper personnalisées. Donc ça, on vous apprend toutes ces techniques-là. Si vous savez le faire, c'est très bien. On ira à l'étape encore supérieure. Et si vous ne savez pas le faire, dans toutes les écoles, en tout cas, on va vous monter à ça. Je ne me trompe pas, Mohamed, hein. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est savoir côté recruteur. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais est-ce que tu peux sentir aujourd'hui, par exemple, que ce soit des CV ou des lettres de motivation, des choses comme ça qui sont faites par IA justement. Est-ce que tu le ressens et c'est quoi quand tu vois ça, c'est quoi en fait potentielle réaction quoi? C'est vrai qu'on le sent de plus en plus dans les candidatures, surtout sur les lettres de motivation. Mais bon, après, maintenant, les entreprises, on demande de moins en moins la lettre de motivation. On a un bon CV, c'est déjà très bien et qu'on est capable de pouvoir bien le décrire. Ça, c'est déjà une bonne première étape. Encore une fois, après le changement pour l'IA, pour une entreprise sur le niveau du recrutement, qu'est-ce que ça va être? En fait, un recruteur, on ne l'a pas forcément en tête, mais c'est beaucoup d'offres de postes, c'est beaucoup de volume de candidats à gérer. Il faut l'avoir en tête. Donc, des fois, si vous avez des recruteurs qui ne vous répondent pas tout de suite, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est aussi, voilà, c'est un métier qui est très volumique et qui n'est pas forcément très bien staffé en entreprise. Il faut savoir que sur le métier de recruteur, on a une action sur une grande chaîne de valeur et celle qui nous prend le plus de temps, c'est la partie de pré-screening du CV. Et donc, c'est la partie, je pense, demain, je pense que l'IA va vraiment aider les recruteurs sur la partie comment rapidement traiter les CV et me sortir les CV les plus intéressants. Donc, ça sera à vous aussi demain de faire des CV avec des mots-clés qui correspondent peut-être aux attentes. Donc ça, n'hésitez pas aussi à lire les fiches de poste. Ça, c'est très important, c'est le point de départ de tout. Parce que souvent, j'ai des candidats, je leur demande, qu'est-ce que vous pensez faire sur ce poste-là? On ne répond pas forcément à ce qui est écrit sur l'offre. Donc n'hésitez pas en tout cas à repartir de l'offre d'emploi pour faire votre CV aussi. Là-dessus, ça, c'est très important. Et puis peut-être que demain, il y a certaines entreprises, en tout cas, moi, ce n'est pas ma conviction, mais qui peut-être vous allez faire des entretiens avec des chatbots, avec des robots aussi. Dans un premier temps, ce sera peut-être une possibilité. Donc, il faut être prêt à tout. Il faut être ouvert à tout là-dessus. Et donc, voilà. Donc, après, nous, entre guillemets, on l'a en tête qu'il y a l'IA qui est utilisée par les candidats. Mais après, de toute façon, on arrive vite à la réalité des choses. C'est l'entretien qui est le moment de véridique. Le face-à-face, le fameux. Et donc, du coup, on peut pas avoir de l'IA effectivement à cette étape-là. Donc voilà, en tout cas, sur cette partie IA, comment ça peut, en tout cas, demain, ayez ça en tête. En tout cas, sur la partie recrutement, c'est vraiment sur le traitement de CV parce qu'on peut avoir beaucoup de volume. Et aussi, après, peut-être, on va aller peut-être vous allez faire des entretiens vidéo préenregistrés. Ça sera une IA qui va venir analyser cette vidéo. Donc, on peut aller vraiment partout. Mais encore une fois, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui aura de l'humain dans le processus de recrutement. Et je sais très bien que vous allez chercher de l'humain aussi dans les entreprises et faire que l'IA dans un processus de recrutement, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Quand en tout cas, les entreprises disent que l'humain est au cœur de l'entreprise, il y a un petit hic là-dessus. Moi, je me souviens que quand je recherchais mon stage, mon CDI, j'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées, mais souvent, c'est tombé à l'eau. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon profil qui n'était pas excellent, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, les candidatures spontanées? Est-ce qu'il faut continuer à les faire? Et si oui, comment on maximise son impact? Alors, moi, je vais dire que oui. Mais en fait, il a tout dit juste avant. Oui. C'est-à-dire que dans le sens où qu'est-ce qu'on va analyser? C'est le CV. Le CV, il y a des mots-clés. Moi, j'ai besoin... En fait, vous savez, dans le jargon du recrutement, ou en tout cas dans les cabinets de recrutement, on parle souvent de mariage. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là d'un homme, une femme qui se marient. C'est exactement le même concept. Le but du jeu, c'est de plaire à quelqu'un, de l'autre côté, qu'on n'a jamais vu, de l'autre côté de l'écran. Pour ça, j'ai besoin de lui parler dans les mots
qu'il a envie d'entendre. Et ben, c'est exactement ça. Moi, mon CV, il doit correspondre à une offre de poste. Si je fais un CV type que j'envoie à 150, super. C'est bien, tu sais cliquer sur 150, sur 150. Tu peux tous les mettre en copie cachée, même si tu veux, les adresses mail, et ça te fait ça. Par contre, tu auras 1 ou 2 retours. Par contre, si moi, j'envoie ce CV-là, par exemple, pour manager de rayon, si je lui envoie responsable dans un magasin de sport, bah, mon CV, tout de suite, il est mis à gauche. Il faut savoir qu'un CV, et ça, c'est des chiffres qui sont clés, est analysé en moins de 20 secondes. Donc, en moins de 20 secondes, si moi, en moins de 20 secondes, je n'ai pas donné, je ne suis pas sexy, tout de suite, ça ne va pas marcher. Donc là, il faut utiliser les bons mots-clés. Déjà, on sait tous qu'il y a ces fameuses ATS là, qui viennent scanner les mots-clés. Donc là, on en parlait, ça c'est obligé. Donc si déjà l'ATS, il a scanné que des photos, parce que vous passez beaucoup par Canva, par exemple. Canva, quand vous l'enregistrez, potentiellement, il peut être enregistré comme une photo. CV, il est perdu. Il n'a même pas été analysé. Il est mis à gauche. Vous avez déjà perdu. Vous pouvez juste vous dire, je ne comprends pas, il ne me répond jamais. Mais oui, en fait, on voyait une photo. Lui, il ne veut pas une photo, il veut des mots. Donc, il faut revenir à la bonne vieille méthode du Word, limite le remettre en PDF et s'assurer qu'on est sur le bon truc. Et derrière, après, utiliser les bons mots-clés parce que c'est ce qui va plaire à la personne. Et en 20 secondes, on bascule. Moi, j'ai un jeu qui est très simple. Je prends le CV de tous les étudiants, je les échange. Ils ne se connaissent pas encore à la rentrée. Échange ton CV, échange ton CV. Si on monte, et je chronomètre, 30 secondes plus tard. Parfois, je triche un peu, je mets 45 secondes. Si en 45 secondes, il n'est pas capable de me dire le CV qu'il a lu, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, on a raté. On a raté, on passe à autre chose. Donc voilà, pour moi, en fait, on essaie de mettre en place plein de choses au sein de l'ISC, justement, dès les admissions, avec, nous, on a un nouveau slogan qui est « Every week we date ». Le but du jeu, c'est dès que vous êtes admis, en 1 mois, on essaye de vous placer toutes les semaines un événement qui est là pour vous aider sur votre CV, sur vos soft skills, sur votre lettre de motivation, sur l'entretien d'embauche avec justement l'IA qui rentre. Tu en as parlé, mais on met le CV, on met l'offre de poste, il nous a appelé, il nous a dit entretien dans 1 semaine. L'IA me sort toutes les questions. J'ai plus rien à faire. Il a plus rien à faire. Par contre, ce qui va l'intéresser, on en revient toujours au même concept, c'est qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. Et ça, c'est important. Parfait, merci. Et ben écoutez, on va attaquer la dernière partie. Donc c'est sur les bénéfices de l'alternance. C'est vrai qu'il y a surtout ce côté, moi de toute façon je l'ai ressenti également, que ce soit dans mes études ou après, c'est que c'est le côté en fait pratique qui l'emporte sur le côté théorique. Et là, l'alternance, elle a un vrai plus sur ce côté-là. Je sais pas si... Ouais, moi le mot que j'ai envie de dire aussi, l'alternance, c'est un accélérateur aussi d'ascension sociale. En fait, on est passé d'un modèle où il fallait prendre le top 3 écoles pour aller les meilleures entreprises à maintenant on peut prendre une école qui n'est pas forcément classée dans le top 3, mais si on a une bonne alternance, on peut faire la différence aussi. Et donc ça, c'est un super modèle de plus faire que avec l'école, mais aussi de se dire je peux me défendre autrement en me disant pas besoin d'une grande école moi pour faire une grande carrière. Et ça, c'est un peu le nouveau modèle qui est lancé, et ça, c'est top. Donc non, l'alternance, ça va être top pour les jeunes, pour vous, pour apprendre aussi de manière sur 1, 2 ans, 3 ans, parce que nous, comme Leroy Merlin, on a une ADN fort, on a une culture, des valeurs fortes, et ça permet aussi à des jeunes de pouvoir s'acculturer, être biberonnés à notre entreprise d'une manière, on va dire, un peu plus longue que si on arrivait en CDI, où là, c'est le challenge de pouvoir vite comprendre l'entreprise. Donc, ça permet aussi à l'entreprise de se dire, j'investis sur un jeune en termes d'énergie et aussi financier, et de se dire à la fin, la satisfaction, on l'a, et ça nous fait des collaborateurs qui sont engagés. Donc, c'est vraiment de transformer des alternants, les fidéliser pour les transformer en collaborateurs engagés de demain. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai tremplin, mais encore une fois, c'est de se dire, quand on va chercher une alternance, on ne l'a pas forcément dit, mais faites attention, il y a toujours, moi je le compare un peu à un 100 mètres, c'est-à-dire que l'alternance, c'est d'une période à une période, donc ça commence dès mi-mars jusqu'à juin, c'est là où on a les plus belles opportunités. Avant, c'est un peu trop tôt et après, c'est trop tard. Alors que trouver un CDI, c'est plutôt un marathon, c'est sur toute l'année où on peut en trouver. Donc, c'est ça d'avoir en tête l'image. Donc, vraiment, dès le mois de mars, il faut commencer, il faut y aller. Et puis c'est déjà pas mal en termes de conseils là-dessus. L'attractivité, je pense qu'on en a tous parlé. En gros, ça l'est. Moi, hier soir, je regardais, j'étais dans ce qu'on appelle dans les boutiques relais, et je vais chercher le catalogue de l'ONICEP. Hein. Alors, il vaut cher, vous n'êtes peut-être pas obligé de l'acheter, mais vous pouvez le feuilleter, vous regardez votre secteur, et moi, je vous invite à regarder ces classements.
Comme on l'a dit, alors, il m'a battu sur le classement du nombre d'années, mais il va falloir que je me récupère sur le reste. Mais à l'école supérieure d'assurance, là, on est sur l'école de l'alternance. Banque assurance, on a la première école. Et en effet, pour rester numéro 1, il faut être attractif. Alors là, je parle un peu de moi. Maintenant, si je me mets de votre côté, cherchez l'école qui va vous donner du sens. Hein, tout à l'heure, on a dit, OK, il y a le salaire, il y a le savoir-faire, il y a tout ça. Là, on va vous aider au CV, etc. Mais on a parlé de la vie étudiante. Prenez tout ça, parce que tout ça, dans les catalogues, là, peut-être de l'ONICEF, vous n'allez pas le retrouver. Vous allez retrouver des classements. Et les classements, c'est lié au nombre d'alternants. Donc là, oui, on est numéro 1 parce qu'on a 1800 alternants tous les ans, etc. Non, essayez d'aller dans les journées portes ouvertes. Aller dans les écoles. Rencontrer Mohamed, alors peut-être Valentin c'est plus difficile parce qu'il est dans l'entreprise, mais aller dans les écoles, vous allez sentir l'environnement. Il y a des écoles qui sont aux portes de Paris, il y a des écoles qui sont dans Paris, il y a des écoles qui ont des campus, des billards, peu importe. Vous allez retrouver, il y a des petites classes, des auditoriums. Je dirais, il y a tout. Allez dans celle qui vous correspond le mieux. Et les journées portes ouvertes, où on fait même des soirées portes ouvertes, et je sais qu'on en a, donc allez sur les stands, dans toutes les écoles, il y en a. Et c'est là où vous allez sentir que vous vous sentez bien dans l'environnement. Et ça, c'est important. Et quelle que soit l'école, sincèrement, on est tous complémentaires. Il y a un très beau marché. Allez dans l'alternance. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai même mon fils qui est 21 ans, qui a fait un BTS paysagiste. Et là, je suis en train de le tanner pour le dire, mais va dans l'assurance. Vas-y. Et pourtant, il n'était pas du tout école, etc. Il est en train de se questionner parce que, alors déjà, pour le salaire, quand je lui dis le salaire, il me dit ah oui, c'est sûr que je vais gagner beaucoup plus que ce que je suis en train de faire. Paysagiste, ça peut. Ouais, mais il est dans le froid. Là, je peux vous dire que derrière, il serait au contact du client. On parle d'expérience client, du digital, etc. En tout cas, ça l'interpelle. Il n'y a pas de crise. Il est sûr qu'il y aura toujours tout ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure. Donc, en tout cas, l'alternance, elle est vraiment attractive et aller dans les écoles pour vraiment sentir si je pouvais rajouter cet élément-là. Et vous allez voir que c'est vraiment fertile, ce secteur. Et juste pour terminer, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'était sur les perspectives en gros post-alternance. Alors, pas forcément les chiffres, mais le ressenti, que ce soit côté entreprise ou côté formation. Par exemple, je sais pas moi, sur le taux d'embauche entre un alternant et quelqu'un qui ne fait pas une alternance, et les évolutions professionnelles derrière, est-ce qu'il y a quand même un avantage à faire une alternance ? Je vais me permettre de parler en premier. Effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, on a tous vu. Et je mets au défi quelqu'un qui me dit non, j'ai jamais vu une annonce qui me dit je veux 2, 3, 4, 5 ans d'expérience. Je viens de sortir d'un master et en initial, j'ai fait 1 an de stage peut-être en cumulé de toute ma vie. Quand j'arrive là-dedans, l'expérience, je l'ai pas. Donc, même moi, je suis là, je clique, j'y vais ou j'y vais pas, c'est comment. Donc c'est compliqué. Le tremplin de l'alternance, c'est vraiment ça. Il est vraiment là. C'est que là, ça nous a permis d'acquérir de l'expérience et il l'a très bien dit, Valentin. C'est quand il vient recruter dans les écoles, il recrute son futur collaborateur. Il ne recrute pas non plus juste une alternance. Et puis, on en voit des entreprises. Moi, je le dis à mes étudiants. Je leur dis, questionnez. Vous êtes à combien d'alternants sur ce poste-là ? S'il vous dit, ça fait 10, OK. Donc, toi, tu recrutes de façon à ce que, en fait, tu veux une petite main qui soit à côté de toi. OK. Est-ce que je veux y aller ou pas ? Ça, c'est important. Ça fait aussi partie du processus de recherche. Ça fait aussi... On ne travaille pas pareil dans une start-up comme on travaille dans une multinationale. C'est 2 mondes différents. Dans la start-up, demain, il va peut-être me dire il y a une galère, est-ce que tu peux conduire le camion ? Est-ce que je suis prêt à dire oui ou non ? Alors que dans la multinationale, peut-être qu'il va me dire que c'est une mission que je fais toute ma vie. Donc, pendant 2 ans. Est-ce que je suis prêt à dire oui ou non à ça aussi ? Et en fait, c'est ça le vrai tremplin de l'alternance, c'est que tout simplement, ça nous permet de nous aguerrir sur notre travail, sur notre expérience, de développer notre expérience pour pouvoir après être quasi sûr d'avoir un CDI à la fin. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur mes écoles partenaires, sur mes entreprises partenaires, la plupart recrutent les alternants à la fin de leur période. Vous voyez, c'est même pas des CDD, c'est d'alternance. Et ce sont même des collaborateurs avant des alternants, avant la fin de l'alternance.
Je vais juste donner un chiffre. On a l'obligation de ce qu'on appelle d'afficher les taux d'insertion. C'est-à-dire que dans les 6 mois, c'est des obligations, moi je vous passe l'aspect réglementaire, mais dans les 6 mois, en gros, on doit rappeler tous les élèves, envoyer une enquête pour savoir ce qu'on appelle le taux d'insertion. Donc moi, je vous invite, vous allez sur l'ensemble des sites. Imaginons que vous aviez 3 écoles, là que vous êtes entre. Allez chercher, ils ont l'obligation de l'afficher, ce fameux taux d'insertion. Alors, si j'en parle, c'est que notre taux est plutôt pas mal. Mais sur la partie à l'international, on est à 100%. Et sur l'ensemble des autres cursus, on est entre 85 et 95%. Et je précise que souvent, dans les 95%, c'est parce qu'il y a un jeune qui a décidé de faire une année de césure, de partir 1 an en Australie pour se ressourcer ou faire de la coopération, etc. Mais ça rejoint tout ce qu'on a pu dire depuis le départ. En tout cas, chercher les taux d'insertion, c'est une obligation. Chercher l'école. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notre taux d'insertion, en gros, il est proche de 100%. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Mohamed, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, mais beaucoup chez Leroy Merlin, on considère nos alternants comme des collaborateurs, c'est-à-dire que ça va dans le package de rémunération, ça va aussi dans l'accompagnement, c'est-à-dire que demain, chez Leroy Merlin, on fait tous des entretiens de performance, des entretiens de développement personnel pour en fait déjà construire un peu votre projet. Et ça, on ne le fait pas dans toutes les entreprises. Et aussi en termes de mission. C'est-à-dire que réellement, on vous challenge sur des missions. Vous faites pas, c'est pas des alternances, vous faites des photocopies ou du café. C'est vraiment, ça va bien au-delà de ça, que ce soit du terrain, mais même au siège aussi. Donc ça, c'est un bon premier point aussi à voir. C'est que les bonnes entreprises, c'est celles qui vous considèrent vraiment comme des collaborateurs à part entière. Et ça vous prépare aussi à se dire, à vous créer aussi du réseau. Allez-y. N'hésitez pas, vous avez peut-être rejoint des grands groupes. Dans des grands groupes, il y a des sièges qui ont beaucoup de collaborateurs, des métiers différents. Donc, n'hésitez pas à aller creuser là-dessus. Et aussi, moi, la première chose que j'ai fait sur mon poste de campus manager, c'est de voir est-ce qu'il y a des cercles de campus manager. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi dans vos métiers à vous. Sur LinkedIn, il y a plein d'événements où vous pouvez rentrer en contact. Donc dans des soirées networking, dans des soirées after work comme celle-ci par exemple, de ne pas hésiter à aller chercher le réseau, parce qu'on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, ça fait très digital, on coupe un peu le relationnel, ça c'est une erreur vraiment. Aller sur le terrain, échanger. Il y avait un moment donné, il y avait une époque où on parlait que 80% des offres d'emploi n'étaient pas communiquées en externe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est vos amis, c'est vos mentors, c'est vos professeurs, c'est vos anciens collègues, vos anciens aussi amis que vous avez peut-être eu au collège ou au lycée et en études supérieures. Donc n'hésitez pas à aller construire ça parce que c'est là où vous allez aussi faire la différence dans votre carrière. Je veux juste rebondir sur 2 points. Le premier, c'était effectivement le taux d'insertion. Vous regardez et vous verrez bien. Il va me battre encore. Non, pas du tout. Justement, je ne veux pas en parler. Justement, je ne veux pas parler de chiffres. J'ai dit que Monsieur Chiffre, c'était lui, c'est pas moi. Moi, je ne veux pas parler de chiffres. Mais effectivement, quand on regarde les écoles, bizarrement, c'est celles aussi qui sont souvent bien placées et bien classées qui ont un bon taux d'insertion. Pas parce que elles sont bien classées, alors c'est pour ça on veut absolument ça. Non, parce que Valentin l'a dit tout à l'heure, c'est les 3 premières et puis après le reste, on se bagarre tous. Par contre, il y a un vrai savoir-faire derrière. C'est comment on accompagne ces étudiants-là, comment on fait pour. Donc ça, c'était un des premiers points. On a parlé du réseau. Vous savez que le premier réseau social qui s'est développé l'année dernière, le plus développé, ça reste LinkedIn. On n'est pas sur du Insta, on n'est pas sur du Snap, on va parler un peu... 33 millions d'utilisateurs, tu vois, j'ai encore les chiffres. Voilà, Monsieur Chiffre, je vous ai dit. Mais vous voyez, c'est LinkedIn. Et LinkedIn, on n'est pas... quand je vais sur LinkedIn, je ne mets pas mes photos de vacances. Là, ce soir, je vais parler de « j'étais là ». Pourquoi je vais parler Mais tu n'as pas monté un partenariat avec LinkedIn? On a préparé. Hein. Et on est bon. Effectivement, ça fait partie aussi du Every Week We Date. C'est que nous, on vous prépare aussi à préparer votre profil LinkedIn et ça va. On est encore même en train de développer encore plus, comme je vous le disais, quand on se challenge. On veut vous développer sur toute la continuité de vos études pour que là, ça ne sera plus un rock your profile, mais vraiment un qu'est-ce que je suis comme marque. C'est-à-dire que là, vous êtes devenus des marques, vous devez vous vendre sur LinkedIn. Hier, moi, je travaille aussi dans un club de foot. J'en ai parlé à mon président. Je lui ai dit LinkedIn, c'est nul. Pourquoi on n'a rien? Il m'a répondu tu sais, c'est juste pour les jeunes qui démarrent. J'avais envie de le manger. J'avais envie de... C'était pas possible pour moi. Je lui ai dit, mais comment tu me dis d'aller chercher des subventions en me tenant ce genre de discours? Il m'a dit, ok, ne t'énerve pas, on va en discuter. Parce que c'est exactement là, c'est le réseau social. C'est peut-être que ce LinkedIn-là,
Moi, je me parle de foot. Peut-être que finalement, Valentin est passionné de foot. Il est chez Leroy Merlin. Il connaît un gars qui veut bien aider un petit club de foot de quartier. Et on vient de créer un truc. S'il me donne que 100 euros, c'est 100 euros de ballon que je vais acheter pour mes enfants. Donc vous voyez, en fait, c'est ça le pouvoir du réseau. C'est important de bien utiliser et de tout simplement aller le développer au maximum pour vous. Alors, on vous accompagnera sur LinkedIn également. Et je vais peut-être rajouter un point aussi. Je sais que ça peut intéresser aussi des personnes dans la salle. Je vais faire 2 autres focus. Nous, on a Mission Handicap et tout ce qui tourne autour de la RSE. Parce que là, on a donné pas mal de chiffres. Mais je sais que certains, la transition écologique, etc. Donc, sur ces sujets vraiment de l'handicap, de l'inclusion et de la RSE, on est aussi vraiment acteurs sur ces sujets. Et donc, je vous invite au sein ce qu'on appelle les BDE, Bureau des étudiants, de partager. Donc, revenez dans les journées portes ouvertes pour sentir tous ces aspects aussi de ces écoles qui peuvent peut-être des fois faire la différence, où vous allez vous sentir bien parce que vous allez pouvoir vous engager sur quelque chose qui vous donne encore un peu plus de sens. Et pour le mot de la fin, pour revenir sur le réseau, LinkedIn, c'est très très bien, mais il y a 3 réseaux qui montent. Ce sont DocFinance, Techit et Bizeo, donc n'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous pour ces interventions. Bravo. Du coup, on a juste 10-15 minutes. Si jamais vous avez des questions à poser, je vais faire passer le micro sur ce qui a été dit pendant la conférence ou des questions personnelles que vous avez envie de poser. N'hésitez pas, surtout. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Moi, j'avais juste une petite question. C'était la différence, pas la différence, mais la nuance sur savoir-être, savoir-vivre. Vous la faites tout, la nuance? Alors, savoir-être, c'est en fait, on a tous, c'est ce qui nous définit, c'est un axe, comme je vous le disais tout à l'heure, la capacité d'adaptation. Savoir-vivre, on en rigolait justement quand on préparait cette réunion, c'est de pouvoir arriver à un entretien d'embauche autrement qu'en survêt ou en détente, allongé, limite sur la table, et on va se mettre à raconter un peu n'importe quoi. Ça, c'est du savoir-vivre. Comme je l'expliquais, j'ai eu un étudiant qui est arrivé chez Volkswagen. C'est bon, tout le monde visualise plus ou moins Volkswagen, et qui me dit, au bout d'une semaine, je vais rompre. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, non mais t'imagines, ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrive à 9h30 et pas en basket. Là, dans ma tête, je me suis dit, alors Mohamed, t'es vieux, parce que moi, il y a 10 ans, jamais on aurait imaginé ça. Est-ce qu'il y a 10 ans, je mets au défi quelqu'un d'aller en entreprise en basket. 10-15 ans, j'arrive en basket. Alors si, c'était ouvert pour les mecs de la com, vous savez, ceux qui sont là, ils font la fête, qu'on visualisait comme ça. Mais un mec en finance, jamais il arrivait en entreprise en basket. Alors qu'aujourd'hui, c'est normal. Donc, en fait, c'est juste, tout simplement, il y a des codes. Et pour moi, le savoir-vivre, c'est respecter ces codes-là en entreprise. Pouvoir être sur des codes d'entreprise. On se règle et hop, on part là-dessus. On a tous une personnalité en dehors et en entreprise. Celle qui est en dehors, il faut la laisser en dehors. C'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, c'est pour sa vie de tous les jours, ses amis. Et en entreprise, il faut avoir les codes de l'entreprise. Et ça, c'est plus du savoir-être, pour moi, c'est du savoir-vivre. Eh bien, écoutez, merci encore, messieurs. Et puis, la soirée continue. On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Merci.